Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette troisième partie de la saga Divergente, donc Au-delà du mur en français et Allegiance en version originale, la suite des aventures de Triss, qui donc cette fois-ci va enfin réussir à dépasser le mur de Chicago et à explorer le monde qui se trouve au-delà du mur et découvrir ce qui s'y passe et ce qui s'y déroule. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on approche de la fin de la saga et il commence à y avoir beaucoup de révélations, notamment sur vraiment le pourquoi du comment, qui est un petit peu décevant. Ça marche très bien, mais ça marche. Le gros souci que je vais avoir, et ça va être mon commentaire global, c'est que cette saga devient très très chiante. C'est insupportable parce qu'en fait, n'importe quelle autre série de films nous a habitués à avoir ces retournements très tôt dans des films. C'est ce que ces films-là nous gardent comme révélation de fin et comme cliffhanger pour faire la transition entre première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, sont pas très très neufs et sont pas très surprenants. Je veux dire, dès le début du film, on commence à savoir déjà ce qui va se passer à la fin. Surtout que c'est presque quasiment toujours le même scénario, c'est qu'ils arrivent dans un endroit, ils pensent que les gens sont gentils, en fait c'est des méchants. Et c'est vraiment toujours le même truc. Et de fait, il y a vraiment pas d'évolution de dramaturgie du scénario, et tout ça fait vraiment très plan-plan, et avance vraiment pas rapidement. Si on regarde Labyrinthe, au deuxième film, on est déjà au même stade que Divergente à la fin de ce troisième film-là. Et le problème, c'est que on pourrait justement faire un film précis entre chaque moment de ces révélations et se concentrer là-dessus. Le problème, c'est que c'est même pas vraiment pour ça qu'on fait plein de films. C'est même pas vraiment pour se concentrer vraiment sur les grandes questions morales posées par le film, sur les grands dilemmes, sur les grandes choses genre là. C'est dans ce film-là en particulier, parce qu'encore dans le 1 et le 2 ça passait, mais dans ce film en particulier, c'est juste vous montrer un nouvel univers. C'est juste ça. Alors il y a eu du travail de recherche, de design et de genre là, je vais y revenir dans quelques secondes parce qu'il y a effectivement des décors et des lieux qui sont magnifiques et qui marchent très très bien. Il y a des concepts intéressants, mais ils sont beaucoup trop étalés pour que ça reste intéressant. C'est ça le problème. Et là vraiment dans ce chapitre-là, le fait de diviser le dernier chapitre en deux parties, d'avoir la révélation dans ce film-là et le combat dans le film d'après, c'est absolument inutile, c'est complètement con d'avoir fait son truc comme ça. C'est vraiment pour suivre la grande tradition des adaptations de romans littérature jeunesse, où je sais pas pourquoi, mais ils veulent toujours se faire un kiff et faire un film de plus. Je comprends faire un film de plus, mais tant qu'à faire, pourquoi pas en faire 3 de plus? Pourquoi c'est toujours un de plus et c'est le dernier tome qui est séparé en deux? Je comprends pas ce besoin de séparer à ce moment-là, parce que effectivement c'est le moment où on commence à avoir toutes les réponses, donc il y a plus d'enjeu, donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut couper, surtout pas. C'est ça qui est emmerdant. Si vous faites des dernières parties centrées uniquement sur des bastons, alors encore la baston de Hunger Games par exemple, elle est en plein de parties, en plein d'étapes, donc on peut sentir une progression dans la bataille elle-même, et la bataille peut devenir intéressante. Mais vous pouvez pas le faire à chaque fois, et la partie d'avant devient infiniment moins intéressante dans Divergente, alors que dans Hunger Games, il y avait quand même quelque chose de neuf et de vraiment sympa à découvrir en plus. Ce qui est emmerdant donc, c'est que le film, la saga globalement pousse pas à fond ses idées. C'est-à-dire que c'est quand même le troisième film où on nous dit vous voulez faire des catégories, vos catégories elles marchent pas. Le premier film, c'était les catégories qui avaient créé l'utopie dystopique de Divergente, du premier film. Le deuxième, c'était les mouvements de résistance. Quel est le bon mouvement de résistance? Quel est le mauvais mouvement de résistance? Est-ce que le mouvement de résistance par rapport au pouvoir est forcément meilleur que le pouvoir? Finalement, on voit que là aussi, les castes marchent pas très bien et que les trucs vont se mélanger et que la communauté qu'on pensait être meilleure est pas forcément meilleure. Et là, c'est exactement la même chose dans ce troisième film, avec encore une nouvelle communauté, encore un nouvel endroit, et au final, est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Bah, pas vraiment. Encore une fois. Et du coup, ça ajoute un effet de répétition au manque de substance de la saga globale. C'est-à-dire que déjà qu'il n'y a pas grand-chose à raconter dans le film, mais si en plus les films racontent à chaque fois le même truc, il y a vraiment un sentiment de lassement et de répétition qui se crée. Et c'est vraiment ce qui est en train de se créer en ce moment pour moi, c'est que je suis lassé par cette saga. C'est-à-dire que je la regarde, elle me passe devant, il y a des trucs qui sont plus ou moins sympas à regarder, mais grosso modo je m'emmerde et j'ai pas envie de voir la suite. Et là franchement, j'aurais vraiment voulu qu'à la fin de ce film, il y ait marqué fin, tout bêtement, et non, c'est la fin de ce film, c'est un cliffhanger. Et alors en plus, si je peux me permettre, la fin de ce film est pourrie. Il y a un espèce elle arrive de façon ultra brusque, genre on sent vraiment que vous avez coupé au milieu d'une phrase dans un bouquin presque. On peut presque aller jusque là, c'est que c'est vraiment tiens, faudrait qu'on coupe ici, on va ouvrir le bouquin en deux, puis pof, on va couper le machin. J'ai presque l'impression que c'est ça, quoi, que sur le film ils ont fait les deux films et que d'un seul coup, hop, on a coupé pile poil le milieu entre les deux films. Il y a pas assez de vide entre la réplique et le machin, il y a une espèce d'effet qui marche pas du tout. Ça ressemblerait à la fin qu'il y a eu dans Matrix Reloaded,
Mais la fin de Matrix Reloaded, justement, mettait plein de temps avec cette caméra qui montait, qui montrait l'ennemi, qui allait arriver dans le film d'après, et fait un machin, et là, non, ça arrive direct. Donc c'est vraiment pas très très intéressant. Et c'est aussi un reproche que je vais pouvoir lui faire à ce film, c'est que il y a pas mal de défauts, toujours. C'est-à-dire que non seulement ça se répète, non seulement c'est un peu vide, mais en plus il y a pas mal de choses qui sont mal faites. Au niveau de l'histoire, parfois, c'est-à-dire que là, par exemple, tout le début, tous les premiers plans sont... Les premiers plans que les personnages sont en train de monter sont complètement bancal. Gros doute. Bancal, je dirais. Donc ils sont tous complètement bancal et ils arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec des solutions qui n'ont aucune justification scénaristique. C'est-à-dire ils sont en train de faire une mission dans un coin. Ils sont bloqués à une étape, il y a un troisième personnage qui d'un seul coup débarque avec la solution, alors qu'on savait même pas que le troisième personnage était inclus dans ce coup, s'il est inclus dans le coup ou pas, ou si juste il était dans le coin, il les a vus arriver, il s'est dit tiens, faut que je les aide et je vais trouver un truc. C'est très très bizarrement foutu. Donc du coup, au niveau scénaristique comme ça, il y a des choses qui marchent pas. Au niveau de l'eau de ville aussi, il y a plein de choses qui marchent pas par rapport au chef et tout le bordel. Mais du coup, il y a aussi des défauts en termes purement techniques. C'est-à-dire que il y a un personnage qui meurt à un moment, et je crois que dans le plan d'après, on a un plan sur le mur, parce que ça se passe aux environs du mur, et le corps y est plus, il me semble. Je suis pas sûr, je l'ai vu qu'une fois, et le plan passe très très vite, mais il me semble que sur ce plan, le corps avait disparu entre deux cuts, ce qui est un peu dommage. Et il y a des choses qui passent super mal. Dans les premiers plans, un des premiers plans qu'on voit dans le film, c'est Triss qui est en train de regarder la foule depuis un observatoire, et donc comme elle est elle au premier plan et qu'il y a du vide avant la foule, c'est pas la même profondeur de champ, et donc du coup il y a une demi-bonnette. Je l'ai déjà expliqué, une demi-bonnette, c'est une lentille qu'on met au-dessus qu'on met tout au bout de la focale de la caméra, et ça divise l'image en deux, ça permet de faire deux points différents sur deux zones différentes. Donc là il y a un point sur Triss et un point sur la foule. Sauf que la demi-bonnette, c'est un truc très spécifique à gérer. Il faut trouver un bon endroit dans le décor pour faire la transition. Généralement, on prend un bord de mur, un tuyau, un machin, ou justement une zone totalement blanche. Genre là, si j'avais juste un mur blanc et non pas mon étagère, on profiterait du blanc pour faire justement la transition sur le blanc, là où ça se voit pas. Et là, Shailene Woodley n'arrive pas manifestement à tenir ses marques quand on lui dit faut pas que tu bouges, faut pas que tu arrives à ce niveau-là, parce que elle a le nez qui est pile poil sur la zone de flou de la demi-bonnette, donc elle a le visage tourné comme ça, et tout le bord de son visage ici est flou à partir de ce niveau-là, et on voit très très bien qu'il y a un défaut technique et qu'il y a un truc qui marche pas, et c'est quand même un des premiers plans du film, un truc bien fat, et il y a un gros défaut technique dedans, donc c'est emmerdant, ça marche pas du tout. Le film, en plus, ne creuse pas les questions qu'il pose. J'ai parlé de ça il y a 5 minutes et puis j'ai fait des détours, mais il y a plein de choses qui seraient intéressantes à élaborer dans ce film, qui le rendraient plus fort et plus intéressant, et qui sont pas faites. Alors sans doute déjà dans le bouquin, mais là je parle que du film, je peux pas parler du bouquin, c'est une question d'adaptation. Je sais qu'en plus, apparemment, le réalisateur a pas mal changé d'éléments. Notamment, en début de film, il y a une possibilité qui serait montrée de dire que Triss et son frère s'entendraient plus du tout. C'est-à-dire que vraiment elle pourrait pas lui pardonner le fait qu'il l'ait trahi dans le film d'avant, et du coup il y aurait une vraie scission entre les deux, et peut-être même qu'elle pourrait faire quelque chose d'un peu amoral, etc. Et quand j'ai vu ce truc arriver, se profiler, je me suis dit ah, enfin, ça peut être intéressant de la pousser un petit peu, parce que pour l'instant, c'est quand même une héroïne qui, soi-disant, doit se dépasser, mais je la trouve très très cool. C'est peut-être le problème de Shailene Woodley, mais je trouve qu'elle le joue de façon, genre, y a pas de souci, no problème, j'avance tranquille et ça marche, quoi. Et on sent pas vraiment d'obstacle, et là, pour une fois, lui mettre un vrai petit dilemme moral, un vrai truc compliqué à gérer, ça pourrait marcher, parce que jusque là, en gros, on lui dit toujours, mais arrête de prendre les décisions pour tout le monde, c'est pas ta place, et puis laisse les choses se faire. Donc c'est en gros ce qui s'est passé pendant les 2 premiers films. Essaye de faire ce que tu peux dans ton coin, mais laisse les autres gérer leurs affaires dans leur coin, comme ils l'entendent surtout. Et là, enfin, on pourrait avoir un truc sympa. Il y a eu toute une scène où elle fait pourquoi est-ce que je lui devrais quelque chose, alors que juste parce que c'est mon frère, etc. Je me suis dit, ah ouais, intéressant à explorer comme façon de penser. Scène d'après, elle s'occupe de son frère. Alors, pas directement, mais vous aurez au moins pu tirer un dilemme sur 2 scènes, ça aurait au moins eu ça d'intéressant et de sympa, et ça aurait au moins créé quelque chose, un enjeu fort à ce film-là, parce que là, elle lui fait la gueule, mais tu l'as sauvé, on sait très bien que tu lui fais pas vraiment la gueule, on s'en fout, quoi. Vous allez me dire que je spoil, oui, peut-être un petit peu, mais à ce niveau-là, c'est même plus du spoil, c'est juste que c'est chiant. C'est-à-dire que justement, je vous spoil le fait qu'il y a une absence d'intérêt. Il y a un autre personnage comme ça, c'est Edgar.
qu'on avait découvert dans le deuxième et sur lequel le film se concentre. Je sais pas pourquoi il se concentre sur lui. On perd du temps en se concentrant sur ce personnage-là. Il est pas important. Ça peut juste être un homme de main qu'on envoie comme ça chercher les personnages. On n'est pas obligé d'en faire un point central du scénario, de mettre une rivalité par rapport à 4, de mettre des enjeux par rapport à Evelyn. Enfin, ridicule. On s'en branle. Enfin, c'est qui ce gars? On s'en bat les couilles. C'est aussi assez chiant parce que on voit globalement tout venir, et il y a plein de scènes qui sont qui font très écrites, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où justement les personnages pourraient être en danger, où à la limite on pourrait régler certains problèmes. Alors voilà, par exemple, allez, spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller vers la fin. En gros, ce sera moi qui dira j'ai plus rien à vous dire, mais je vais refaire 5 minutes, et après prenez soin de vous, allez voir des films. Donc spoiler. Quand ils arrivent dans cette nouvelle cité, dans cette nouvelle ville, ils passent donc dans tout un système qui les lave, qui les machin et tout le bordel. Et plus tard dans le film, quand ils arrivent dans la marge, donc c'est ce nouvel environnement là qui serait intéressant, mais enfin qui pourrait être intéressant mais qui ne l'est pas. Il y a tous les gosses là qui arrivent et on nous montre qu'on leur fait respirer un gaz qui leur fait oublier leurs souvenirs. Pourquoi ne pas le faire aussi aux personnages du film? Dès qu'ils arrivent, vous leur foutez un petit gaz, vous les gardez une semaine dans un coin pour les rééduquer vite fait, et leur dire ce que vous avez envie qu'ils racontent à tout le monde. Et ensuite, vous les sortez en disant regardez, voilà l'actrice, voilà machin, et ils vont me faire mon plan et m'obéir au doigt et à l'œil comme je leur demande, quoi. Ce genre de petites choses totalement absurdes. Et une petite dernière pour la route, dans le plan final, ce fameux gaz reste quand même judicieusement proche du sol. C'est une chance quand même qu'un gaz, qui est censé donc justement avoir un intérêt en étant volatile et se répandre partout, reste totalement au bas du sol, et si jamais tu vas pas bien au bas du sol, t'en fous de plein les narines, il n'agit pas sur toi. C'est merveilleux, je trouve ça extrêmement bien fait et quand même très utile au film. Je vais juste finir sur quelques tout petits points négatifs au film, parce qu'il y a quand même effectivement 2-3 petits points intéressants que je peux en sortir et qui m'intéressent moi, en tant que fan de SF en particulier, parce que j'aime beaucoup les designs par exemple. Toutes les villes et tous les environnements qu'ils ont créés dans ce film-là sont vachement intéressants, j'adore c'est des très beaux concepts de villes futuristes qui sont très bien rendus, visuellement intéressants, et notamment le plus visuellement intéressant, c'est le désert qu'ils ont créé, parce que j'avoue que ce désert m'a vraiment énormément surpris quand je l'ai vu à l'image. Il y a des associations de couleurs pour rendre du coup ce côté toxique, radioactif, sale, et vraiment une espèce de décharge à échelle mondiale. Et il y a un travail de couleurs sur le sol, le fait de mélanger du rouge à du blanc, à du vert, du jaune, parfois même du bleu, des trucs. Ça ressemblerait, vous savez, il y a un désert aux États-Unis qu'on appelle le Painted Desert, qui est parce qu'on a l'impression qu'il est peint, tellement les couleurs sont étonnantes. Et c'est vrai que là, il y a vraiment un côté presque comme ça, quoi. On a l'impression que c'est un désert peint. Alors, il n'a pas été peint. On a mis de la poussière et des colorants qui protègent la nature, pas contrairement à Mad Max qui a défoncé un désert en un tournage, apparemment, de ce qui paraît. Mais là, du coup, c'était des trucs sains. Et c'est vrai que visuellement, il y a un rendu qui est magnifique. Et ça fait vraiment Alien. C'est comme quoi, monsieur Christopher Nolan, c'est pas compliqué de faire une planète qui a pas l'air d'être la nôtre. Là, on est sur la nôtre, on a l'impression que c'est pas la nôtre, juste avec du sable différent sur le sol. Si vous voulez faire une planète de sable, très bien, mais au moins foutez un colorant sur le sable, bordel de merde! Quand vous faites de la SF. Voilà. Pour toute la merde, pour tout ce qui est chiant, parce que c'est pas de la merde, mais tout ce qui est chiant dans Divergente 3, il y a au moins un peu plus de créativité que dans Interstellar. Comment faire des rapprochements absurdes. Donc, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux entre Interstellar et Divergente, mais justement, c'est ça qui me choque, c'est qu'avec des enjeux beaucoup plus importants pour Interstellar, on n'est pas au moins l'idée de mettre un peu de sable différent quand on fout une planète de sable. Bordel. Voilà, donc Divergente, mon opinion commence à diverger. Au début, je pensais que ça faisait mal à personne et que c'était intéressant. Là, je commence à trouver que c'est quand même très vide. Et je trouve que c'est presque la plus vide des sagas pour enfants pour adolescents et jeunes adultes que j'ai vu à l'heure actuelle. Hunger Games, je trouvais ça très intelligent. Harry Potter commence très con et finit quand même beaucoup plus mature. Le Labyrinthe a un univers vachement intéressant, un scénario qui avance bien et des trucs sympas. Bon, ils font exprès de pas répondre à tes questions pendant tout le film, mais peu importe, le scénario avance bien quand même au bout d'un moment. Mais là, vraiment, Divergente, c'est trop clean, trop propre, trop avantageux, trop téléphoné pour les personnages.
trop propres dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que même quand ils sont sales, ils sont propres. Enfin, il y a vraiment un truc qui m'ennuie à ce niveau-là. Il y a des designs intéressants, il y a des univers intéressants visuellement, mais pour le reste, à l'intérieur du scénario, il y a vraiment pas grand-chose. C'est du basique et du plan-plan et on commence à se faire chier. Je commence à me faire chier en tout cas, et j'ai pas l'impression d'être le seul. Voilà en ce qui concerne Divergent 3, je ne vous encourage pas spécialement à aller le voir, vous l'aurez compris. Mais après tout, si l'histoire vous intéresse, allez-y, mais je pense que vous allez quand même être déçus parce que celui-ci traîne vraiment la patte. Et il y a un truc qui me déçoit énormément, c'est que Robert Franke, qui était le réalisateur du 2 et du 3, vient de laisser sa place à un autre réalisateur qui a fait quelques films, mais tous totalement inconnus, donc je sais pas du tout ce qu'il va valoir. Il a l'air très jeune, cela dit, par contre. Ça peut être quelque chose d'intéressant à apporter à ce film, mais ça risque aussi d'être un yes man, donc je sais pas. J'aime pas trop cette façon, la façon dont cette saga est en train de se terminer, je trouve est très mauvaise. C'est en train de faire un pétard mouillé complet, parce que ça a rien de très très spécial. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!